Regardez, c'est Thierry Breton qui a fait pour LCI tout à l'heure, à notre émission de 18h, cette facture vertigineuse de tout ce que les Américains sont en train de pomper, de siphonner, appelez ça comme vous voudrez, en Europe. Rappelons que demain, François Bayrou parlera des 40 milliards et quelques que la France devrait trouver. Là, alors c'est une valse de milliards beaucoup plus impressionnante. Comment les États-Unis sont-ils en train de siphonner l'Europe pour l'armement, mais pas seulement. 100 milliards de droits de douane que Mme von der Leyen a dû concéder. 500 milliards de capitaux par an, par année, en plus c'était 300, maintenant 500. 250 milliards d'achats d'hydrocarbures, 100 milliards d'armes pour l'Ukraine, c'est le plan que présentait le président Zelensky à Washington, donc achetés aux Américains par les Européens pour qu'elles finissent en Ukraine, et les achats militaires européens qui sont, on l'a compris, surfacturés. Le total, c'est environ 1000 milliards. Les Américains réussissent, comme vous dites, chapeau pour eux, de leur point de vue, à prendre, à pomper 1000 milliards en Europe. Oui, alors ils le font de façon contraignante dans le cas des accords douaniers, puisque évidemment l'Europe ne voulait pas de cette discussion et on peut penser qu'on a échappé au pire, mais ça nous coûte quand même 100 milliards. En revanche, pour la ligne d'à côté qui est la plus importante, qui sont les 500 milliards de dollars de capitaux, il n'est pas nécessaire de menacer les institutions financières européennes, et même d'ailleurs les investisseurs européens, d'aller mettre de l'argent aux États-Unis. Simplement, ils se disent que c'est leur intérêt et que donc ils peuvent le faire. C'est intéressant parce que on avait beaucoup dit que Donald Trump était isolationniste. Pas du tout. Ce que veut Trump, c'est continuer à assurer plutôt l'influence américaine, mais sans en payer le prix. Et ce qu'on disait à l'instant sur cette histoire de force d'interposition financée par les Européens, y compris en termes humains, mais dirigée par les Américains, là c'est ce qu'on voit sur le plan économique. Est-ce qu'il y a une volonté claire d'appauvrir les Européens ? J'étais frappé de la discussion entre Donald Trump et la représentante suisse, et il lui disait « Vous êtes trop riches, vous les Suisses ». C'est comme si, au fond, il ne trouvait pas bien, pas normal qu'il y ait des pays européens en Europe, pas en européenne, mais en Europe. D'abord, c'est une conception qui est totalement contraire à l'esprit du libre-échange. Le libre-échange, c'est en commerce et tout le monde en profite. Donc là, on est dans un contexte où les ressources sont limitées, et donc on passe dans une logique de prédation. Ce qui est à moi est à moi, et ça, c'est des jeux à somme nulle, où si on veut s'enrichir, il faut prendre à d'autres. Et donc on est dans des logiques de pillage en réalité. Ça, c'est du pillage organisé à grande échelle, ce qu'on a vu, qui au passage, c'est un bonus, c'est un cadeau fait à tous les partis souverainistes, tous les gens qui s'opposent à l'Union européenne en disant attendez, c'est ça l'Union européenne, c'est la vassalisation complète, on se couche complètement, on se laisse piller. D'autres pays, la Chine, au moins ils sont rebelles. Nous, non, on se met à genoux. Et donc ça va développer l'anti-américanisme, qui est déjà pas mal, etc. Mais ça ne peut que susciter une énorme réaction. Au passage, on parle de la menace russe, évidemment, mais présentée comme ça, il y a aussi une menace américaine en réalité qui est contre nous. On peut même la qualifier de menace hybride. On est toujours dans une sorte de confrontation. On ne va pas faire la guerre aux États-Unis, mais les États-Unis nous veulent du mal. Mais ce qui est encore ce qui m'a vraiment frappé aujourd'hui, c'est Mark Carney, qui est le Premier ministre canadien, qui est allé à Kiev, qui disait du bien de Donald Trump, qui disait oui, c'est grâce à Donald Trump qu'on a ce processus de paix qui est lancé. Le Canada, qui devait imposer des droits de douane terribles sur les États-Unis, ont finalement rétropédalé. Mark Carney, il y a quelques mois, c'était le plus grand opposant à Trump. C'était nous n'allons pas nous soumettre, c'était un peu ça son élection aussi. Et là, de le voir presque rampant, en tout cas verbalement devant Trump, ça m'a vraiment frappé. Et la vérité, c'est que les États-Unis sont la plus grande puissance économique mondiale et sont en train de faire plier le monde, et je ne sais pas comment on peut faire. Mais le propre de Trump, que ça soit en politique extérieure ou politique intérieure, c'est la brutalité. Oui. C'est-à-dire, il utilise de tous ses moyens pour faire peur à tout le monde. Quelqu'un comme Mark Carney ou à d'autres dirigeants qui étaient anti-Trump, qui critiquaient, aujourd'hui se plient. Dans son propre administration, je pourrais vous sortir tout ce qu'ont dit les membres de son administration avant qu'il soit au pouvoir. Aujourd'hui, se plient. Quelqu'un comme Marco Rubio, qui était pro-ukrainien, qui était anti-Trump, il se plie, il le fait systématiquement, c'est sa stratégie. Et que Gavin Newsom qui résiste encore. Ouais, et encore. Alors pour faire avancer le débat, moi je vous propose une lecture un peu différente. Et si, au lieu de prédation, il s'agissait d'un rééquilibrage ?
Est-ce que je peux vous donner juste 4 chiffres? Ce sont les chiffres du déficit commercial américain en 2024. Avec la Chine, 295 milliards de dollars. Avec l'Union européenne, 236 milliards de dollars. Avec le Mexique, 172 milliards de dollars. Ça veut dire que si vous regardez ces sujets des échanges commerciaux avec un œil américain, vous pouvez considérer que c'était la situation antérieure qui n'était pas normale. Parce qu'effectivement, il y avait ces déficits considérables. Et encore une fois, nous, Européens, ça ne nous arrange pas. Mais moi, je comprends Donald Trump dans sa démarche. Mais quand vous avez un déficit, pardon, je ne suis pas économiste, mais quand vous avez un déficit commercial de cette nature, c'est que votre économie, Guillaume, elle va très bien. Elle va tellement bien que vous n'êtes pas en mesure de produire tout ce que vous achetez. Et vos consommateurs sont tellement riches qu'ils achètent des biens qui viennent de partout dans le monde. C'est le principe que vient de décrire le colonel Goya. Dire que c'est, comme Donald Trump, une forme d'arnaque, c'est juste ne pas comprendre la base des échéanges économiques dans le monde d'aujourd'hui. Parce que vous tout le demandez aux producteurs. Ce qui est vrai, c'est que les États-Unis peuvent se permettre d'avoir un tel déficit dans la mesure où, comme ils sont l'émetteur de la devise de réserve du monde entier, il n'y a pas de passage d'un déficit commercial à un déficit de la balance des paiements qui est trop inquiétant. En revanche, je comprends ce point de vue-là, mais moi, je me mets à la place de l'électeur américain qui a perdu son job dans l'industrie, toute la famille de J.D. Vance, par exemple, quand on lui dit « Bon, on va mettre des barrières douanières parce que comme ça, on va produire américain », je pense que ça lui parle. Non, mais ça lui parle, mais la vérité, c'est que tous ces petits travailleurs qui, justement... avaient peur de perdre leur travail, et bien maintenant les entreprises américaines, il y en a beaucoup qui sont en train de fermer parce qu'elles ne peuvent plus produire. Pourquoi ne peuvent plus produire? Parce que même pour produire américain, il y a des composants qu'il faut acheter à l'étranger parce qu'ils sont beaucoup moins chers à l'étranger. Et c'est ça le problème. Si ça pouvait résoudre le problème du chômage aux États-Unis, de la pauvreté, des écarts terribles entre les riches et les pauvres, je comprendrais que Trump veuille le faire, mais le problème, c'est que ça ne va pas aider l'économie américaine. Les économistes aujourd'hui analysent l'impact des droits de douane et ont très très peur pour l'économie américaine qui, si elle chute, va tous nous entraîner avec elle, parce qu'on est tellement liés. Enfin, c'est un indicateur qui vaut ce qu'il vaut, mais... Quand on observe les niveaux de la bourse américaine, on se dit qu'a priori, il y a encore un peu de confiance. Peut-être que ça va. Regardez la méthode Trump, parce que non seulement de ce côté, on se fiche du monde. Alors, c'est déjà avant lui. Rappelez-vous Obama qui disait les écoutes de la NSA, on vous écoute non, mais non, de toute façon, on vous jure que c'est fini, etc. Et ils ont continué à 200%. Biden, il disait les sous-marins, mais j'étais pas au courant qu'on vous avait trahi. Et Trump, alors son style à lui, c'est de dire à von der Leyen, vous êtes fantastique, vous avez un pouvoir comme ça. Vous êtes plus puissants que les tous. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, une personne avec qui nous avons signé un grand accord récemment. Je crois que vous êtes la plus puissante autour de cette table. Comment vous appelez ça, Guillaume Enquête? L'humiliation. J'appelle ça. Parce qu'il la déteste. Oui, j'appelle ça une forme de piège. C'est-à-dire que Madame von der Leyen, elle a signé cet accord douanier. Il y a aussi des accords commerciaux contre la France, contre lesquels d'ailleurs la France s'élève. Et l'Europe, elle considère qu'il faut mieux s'entendre avec Trump que de vouloir faire face. Et donc Trump, quelqu'un qui est en face de lui et qui dit ok, puisque vous voulez autant, on va négocier. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Qu'est-ce qui pourrait vous satisfaire? Forcément, lui en face, il est content, il a gagné le deal. Et d'ailleurs, elle signe chez vos collègues du quotidien Le Figaro une tribune aujourd'hui, von der Leyen, où elle dit en réponse aux chiffres présentés par l'ancien commissaire au marché intérieur Thierry Breton, elle dit textuellement: c'est le prix à payer pour la stabilité, parce que nous ne voulons pas d'escalade. Donc elle est dans une logique d'apaisement avec un prédateur, et je crains que, aussi rationnelle sa démarche soit-elle, et elle explique par le menu en disant que c'est une invitation à renforcer le marché unique, c'est une invitation à aller explorer des marchés alternatifs, c'est une invitation à effectivement réduire nos dépendances à l'endroit des États-Unis. Mais, dit-elle, nous n'avions pas le choix, on n'a que 15%, on devrait s'en estimer heureux, il y a certains secteurs stratégiques qui sont épargnés, donc elle essaye de transformer ce moment, franchement assez gênant. D'ailleurs, ce moment où elle se rend quand même sur le golf de Donald Trump,
Trump et dit d'elle, ah oui, vous êtes la présidente de 27 pays. C'est-à-dire que ça doit être la première ligne dans sa fiche qu'il n'a même pas dû lire. Elle doit être retournée sur la petite table de chevet à côté de lui, sous son Coca Light. Et ah oui, vous êtes la présidente de 27 pays. On va faire le plus grand deal de tous les temps. Et bim, eh ben on passe à la caisse. Ouais, on parlait ça se passe en Écosse. Donc, pays qui n'est plus dans l'Union européenne, c'est symboliquement, mais c'est absolument...